Je vais commencer. Alors, bonjour et bienvenue à Collaboration communautaire, mobiliser et impliquer les alliés. Je m'appelle Jove Nazatul et je suis chargée de projet pour lieu de travail de la CCF SIMT en matière de métiers spécialisés, impliquer, mobiliser les hommes. Au nom de la CCF SIMT, c'est un plaisir de vous accueillir ici pour vous faire part de notre expérience dans le cadre de ce projet. Avant de commencer, nous aimerions vous informer que cet événement est proposé avec l'interprétation simultanée en français. Cliquez sur l'icône au bas de votre écran et cliquez sur Interprétation. Nous offrons également la langue des signes et donc cliquez sur le globe et Interprétation ASL. Vous pouvez poser vos questions à la fin et nous avons également une séance de questions-réponses à la fin que nous allons pas enregistrer. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro. Pour commencer, je tiens à souligner que notre vaste communauté des sciences, de l'ingénierie, des métiers et des technologies est située sur les territoires traditionnels cédés et non cédés des Premières Nations, des Inuits et des Métis d'un océan à l'autre. La CCF-SIMT respecte et revendique les droits issus des traités de tous les peuples autochtones et de leurs relations avec ces territoires, continuera d'honorer les engagements envers les nations et les peuples autochtones. La CCFSIMT reconnaît les oppressions historiques et actuelles, y compris la violence et le génocide qu'ont subi les peuples autochtones, leur territoire et leur culture. Nous devons tous et toutes contribuer au cheminement vers la guérison et la décolonisation. La CCFSIMT croit fermement que le domaine des STEAM s'enrichit par le biais des relations collectives. J'encourage chacun et chacune d'entre nous à découvrir les territoires sur lesquels nous vivons et à favoriser des relations collectives durables. Il est important pour nous de comprendre comment la planète nous a nourris, guéris, protégés et accueillis et comment nous sommes les intendants. Alors moi, je suis ici du peuple des Premières Nations Esquimalt. Et une des choses que j'ai apprises d'un aîné autochtone est qu'afin de vraiment pouvoir comprendre la souveraineté autochtone et le mouvement des droits autochtones, c'est de mieux comprendre d'où chacun d'entre nous sommes issus. Souvent, si nous n'avons pas une bonne idée de qui nous sommes et la raison pour laquelle nos familles sont déménagées au Canada, c'est très difficile pour nous de comprendre et de se battre pour la souveraineté autochtone sur ces territoires. Alors, je vous invite tous et toutes de considérer là où vous vivez, la raison pour laquelle vos ancêtres sont déménagés au Canada. Nous ne nous sommes pas tous retrouvés ici comme premiers colons. La famille de certains d'entre nous a dû se sauver d'un endroit où il y avait des conflits ou de la guerre pour arriver ici. Et je crois que toutes ces choses font en sorte que nous soyons un peu plus empathiques par rapport à la raison pour laquelle les Autochtones se battent pour leur souveraineté. Ça nous donne aussi un moyen de devenir alliés. Alors, c'est disons, la suggestion que j'ai pour vous. Et notre deuxième partie aujourd'hui, merci pour ceux d'entre vous qui êtes revenus. Alors, la deuxième partie porte sur les collaborations communautaires. Alors, nous sommes très heureux ici d'avoir nos partenaires pour faciliter la conversation. Trevor Mayo est conseiller en diversité, inclusion et en prévention de la violence. Il travaille avec le gouvernement et des partenaires pour déconstruire les normes de genre et créer des programmes novateurs de prévention de la violence. Son expertise unique repose sur son expérience auprès d'organismes sportifs, professionnels, hôteliers, technologiques, pour faire en sorte qu'il y ait des environnements plus inclusifs, sûrs et performants. Trevor intervient régulièrement dans les émissions de News Talk 1010 et a été interviewé par de nombreux médias en Amérique du Nord.
Samantha Blostein est la fondatrice et directrice de Research for Change, un cabinet conseil qui œuvre au renforcement du mouvement pour l'égalité des genres par une transformation systémique. Forte de plus de 15 ans d'expérience, elle propose un leadership axé sur le démantèlement des barrières structurelles et la responsabilisation des systèmes en passant d'une approche centrée sur les individus à une transformation profonde. Elle est spécialiste mondiale à l'Université de Guelph où elle enseigne les études sur le développement international et travaille sur des projets appliqués explorant des pratiques innovatrices prometteuses en matière d'égalité des sexes. Alors maintenant, la CC FSIMT a créé des partenariats avec des réseaux d'hommes, avec différents, le Y Hamilton en Ontario, le YWCA Halifax, pour présenter des actions communautaires qui sont des séances de 90 minutes où les membres sont invités à se joindre à l'atelier qui est facilité par Trevor au sujet de comment nous pouvons faciliter des environnements plus favorables. Alors, Trevor a animé les programmes et Samantha, je crois que nous sommes tous, nous avons tous travaillé ensemble pour élaborer un programme qui touchait à tous les aspects que nous voulions aborder. Et Samantha a fait la collecte de l'information et elle est ici pour partager les résultats de cette collaboration. Alors, pour commencer, Trevor, pourriez-vous présenter Next Gen Men et leur démarche? Premièrement, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être ici et de discuter un peu plus avec Samantha. Alors, je suis au sein de Next Gen Men, un organisme sans but lucratif qui est à propos de mobiliser les hommes et les garçons autour de la mobilité des sexes. Alors, plus particulièrement, les garçons ont beaucoup à gagner de vivre dans un monde équitable, d'avoir la sécurité psychologique et se battre contre la discrimination. On n'essaie pas de faire en sorte que les gens aient honte, mais nous discutons de ce que ça signifie être un homme et des choses qui sont importantes pour nous, la santé mentale, décrocher des bons emplois, mobiliser au sein de notre famille. Alors, nous travaillons dans différents secteurs, l'armée, la technologie, les sports professionnels, les sports amateurs, les hôpitaux, etc. Et nous travaillons également avec les jeunes de toute identité, mais surtout avec des jeunes qui s'identifient comme garçons. Et nous travaillons également avec des enseignants et des enseignantes qui soutiennent cette conversation. Nous travaillons avec des coachs, des entraîneurs et nous avons aussi eu un serveur Discord où les jeunes garçons peuvent aller pour naviguer toutes les complications de la vie. Alors, c'est une chose vraiment extraordinaire et c'est à propos de créer des espaces intentionnellement pour que les gens puissent se sentir respectés, se sentir en sécurité et puissent réussir au niveau des employeurs. Alors, c'est un des domaines où nous parlons de psychologie sécuritaire et nous voulons les encourager à devenir des parties prenantes pour démanteler les normes par rapport au sexe. Et nous travaillons beaucoup dans des endroits qui sont dominés par les hommes. Nous essayons de naviguer tout ce qui est dans le domaine du langage et de l'environnement, non seulement par rapport à ce qui se passe pour eux, mais ce qui se passe dans leur environnement. Et donc ça, c'est essentiellement un aperçu de notre démarche par rapport à la mobilisation des hommes et des garçons. Alors, ça m'amène à poser ma prochaine question.
Pouvez-vous parler un peu plus des origines et des objectifs du modèle de collectivité, des conversations en collectivité? Bien, premièrement, si nous pensons particulièrement de la façon dont nous mobilisons beaucoup d'hommes en milieu de travail, surtout dans des milieux de travail qui sont dominés par les hommes et qui sont en position de pouvoir. Souvent, lorsque nous avons ces conversations, c'est une conversation de conformité. Les hommes ne sont pas nécessairement les bénéficiaires du démantèlement. Et donc, souvent, c'est à propos de travailler avec les partenaires locaux pour essayer d'identifier des individus qui seraient intéressés à utiliser le capital social pour rassembler différentes personnes dans une salle et avoir des conversations. C'est très positif. Et l'autre aspect, c'est de reconnaître le fait que la sécurité physique est une norme culturelle. C'est là où les gens croient vraiment à cette sécurité physique. Peut-être qu'à l'extérieur des milieux de travail, ce n'est pas nécessairement un fait, mais dans les cultures de travail, il est important de reconnaître le fait, en fait, reconnaître l'importance de mobiliser tous les gens par rapport à la sécurité psychologique et la sécurité physique afin que les gens puissent se voir eux-mêmes, puissent se voir en tant que partie prenante dans la conversation. Et donc, notre approche a été conçue pour amener des hommes à faire partie de la conversation, mais pas seulement des hommes. Toutes les personnes qui pourraient bénéficier, en fait, qui bénéficient d'un système patriarcal, surtout dans un secteur qui crée des suicides, un niveau de suicide élevé parmi les hommes. Donc, nous voulons créer un environnement où les personnes sont en mesure de se voir eux-mêmes dans leur communauté. Et donc, c'est à propos de poser la question, à quoi est-ce que ça ressemble et comment bâtir des environnements sécuritaires autour de nous, pas super abstraits et pas académiques, mais dans la vraie réalité. Et le changement d'attitude et de comportement se passe au niveau des interactions dans un environnement où il y a une confiance, où les gens sont en mesure de partager leurs témoignages et faire en sorte qu'ils puissent avoir ce genre de conversation à l'extérieur de l'atelier. Et enfin, c'est à propos d'identifier les lacunes. Non seulement ce dont on rêve, mais quels sont les besoins dans tel et tel secteur? Quels sont les besoins où nous pouvons collaborer d'un secteur à l'autre? Et donc, où les gens peuvent se voir, reconnaître les bénéfices de travailler dans un environnement sûr et là où il y a des barrières et des lacunes. Et le dernier élément, c'est d'examiner ce dont chaque secteur a besoin. Alors, est-ce que, Samantha, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je suis très heureuse d'avoir une conversation avec Jove et Trevor, deux personnes pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, comme Jove l'a mentionné au début, je suis la directrice de Research for Change. Et donc, nous travaillons en collaboration pour amener le changement plutôt que de se concentrer sur des comportements individuels. Donc, nous travaillons dans les dynamiques de pouvoir, les pratiques institutionnelles et comment façonner la sécurité et l'inclusion et l'imputabilité. Et dans le cadre de ce projet, nous avons exploré la violence fondée sur les genres. Alors, comme Trevor l'a mentionné, ça commence vraiment par les partenaires. Et donc, ça a été conçu par une démarche de partenariat qui a impliqué tous nos partenaires. Et l'objectif, c'était d'aborder les enjeux culturels et systémiques. Donc, on ne regardait pas les événements isolés, mais dans toutes sortes de secteurs au niveau du gouvernement, au niveau d'entreprise, avec l'objectif de créer des environnements plus inclusifs et plus sûrs. Et donc, au début,
j'ai cru que c'était très important d'inclure des alliés qui avaient de l'expérience dans la mobilisation des hommes, que ce soit par un partenariat de facilitation. Et heureusement, c'est la voie que nous avons entrepris. C'était très utile pour créer des stratégies dans les domaines qui sont essentiellement, traditionnellement occupés par des hommes. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui démontrent la valeur de mobiliser des alliés dans le travail de mobilité des gens. Alors, nous avons identifié les différentes démarches pour mobiliser les hommes et les garçons dans le domaine de la prévention. C'est très important de le mentionner parce que, comme Trevor l'a mentionné, la violence fondée sur le genre affecte tout le monde. Il y a des abus de différentes substances qui mènent à la mortalité, la morbidité. Et alors que les hommes sont souvent ceux qui commettent le plus de violence envers les femmes, mais c'est aussi ceux qui commettent le plus haut niveau de violence entre hommes et sur les jeunes. Alors, ça contribue aussi au stress, à l'isolement et ça a des incidences sur la santé à long terme. Et il y a d'autres recherches qui démontrent l'importance de la recherche auprès des hommes de prochaine génération. Une des ressources que j'utilise beaucoup, c'est le Shift Calling on All Men de la Faculté du travail social de l'Université du Manitoba. Et la recherche dit que les hommes ne devraient pas être mobilisés seulement pour aider les femmes à trouver du pouvoir, mais en termes de ces incidences. Donc, ça appelle plutôt les hommes à se libérer eux-mêmes en tant que partie prenante qui ont un intérêt. Et c'est la raison pourquoi Next Gen Men joue un rôle très important. Et donc, c'est ce qui a façonné la façon dont nous avons travaillé avec Next Gen Men et les recommandations qui ressortent de recherche autour du bien-être et de la sécurité psychologique et l'inclusion en milieu de travail. Et donc, de mon point de vue, ce partenariat a été vraiment très positif et c'est la raison pour laquelle Next Gen Men est devenu l'animateur principal de ces conversations. Et en ce qui a trait aux objectifs et ce que nous avons contribué à la conception de ce projet, nous savions que ça devait être structuré mais adaptable à différentes provinces, tout en maintenant une certaine cohérence structurelle. Et donc, nous avons travaillé sur le cadre qui serait utilisé pour s'assurer qu'il y ait des résultats basés sur les preuves probantes et que ce soit un projet qui était réplicable dans différents domaines. Bon, ce projet était particulièrement concentré sur des domaines principalement occupés par des hommes, des métiers qui étaient occupés par des hommes. Merci beaucoup. Alors, voici une question pour vous deux. Comment croyez-vous que cette conversation collective a réussi à créer une sensibilisation? Alors, ce qui est important, est-ce que c'était différent de, disons, d'autres événements par rapport à les prochaines étapes à l'avenir? Ben, plusieurs choses. Alors, la sensibilisation est très importante. C'est pas, ça porte pas ombrage aux personnes qui veulent avoir des conversations sur le bien-être ou le mieux-être. S'il y a des personnes qui se pointent et qui veulent juste se conscientiser, c'est une bonne porte d'entrée, mais c'était à propos de rencontrer les gens là où ils se trouvent par rapport à leurs perspectives, différentes expériences, différents défis. Et donc, reconnaître que ça, c'était présent dans la salle, ça faisait partie importante, intégrante de la conversation. Et donc, plusieurs personnes dans le secteur
ont cette conversation basée sur la conformité. Donc, ils sont obligés de suivre des cours sur la conformité mais il n'y a pas d'espace pour parler nécessairement de leur expérience quotidienne. Et donc, c'était une des composantes au cœur de notre programme. Oui, nous voulions créer une sensibilisation, mais aussi à quoi est-ce que ça ressemble en vérité en milieu de travail. Alors, souvent, nous trouvons que les conversations est celle-ci que ce sont les hommes qui arrêtent la violence envers les femmes et que c'est seulement si les hommes se pointent plutôt que de reconnaître comment pouvez-vous démanteler cela, non seulement comme allié, mais comme partie prenante. Et c'est ce qui va amener le changement, de reconnaître le fait que peu importe où vous vous trouvez, vous avez un rôle à jouer. Alors, nous avons cette conversation et pour faire en sorte que ce soit très sécuritaire, afin que les gens puissent se sentir sûrs en milieu de travail, mais aussi lorsqu'ils arrivent à la maison, qu'il y ait une certaine paix d'esprit. Et donc, on ne veut pas que ça déclenche des conversations passives. C'est vraiment une conversation qui va façonner les gens. Et donc, quand ils terminent l'atelier, ben, ils vont repartir avec quelque chose. Et donc, il y a une mobilisation entre pairs. Mais nous enseignons aussi la pratique. Ah, je ne sais pas si vous savez que telle et telle chose peut favoriser les conversations une fois que vous avez terminé l'atelier. Et une des dernières choses auxquelles je peux penser en termes d'animation, c'est qu'il y a presque deux couches. Premièrement, lorsqu'un individu a appris comment démarrer une conversation différente, était très important, mais aussi de reconnaître que nous faisons appel au milieu de travail où nous favorisons des conversations intersectorielles, plutôt que de juste aborder cela comme le sexisme en milieu de travail. C'est d'amener les gens à reconnaître leur rôle individuel, mais aussi comment dénoncer les structures qui existent au sein de leur équipe ou une entreprise dans le sens large. Ou au sein de l'entreprise, on ne parle pas quelque chose qui fonctionne sur papier, mais qui se traduit en action. Comment puis-je bâtir ce genre de culture? Et la dernière chose que j'aimerais mentionner par rapport à la sensibilisation, c'est ce qui est difficile dans les ateliers. Nous avons des conversations et les participants au sein de l'atelier comprennent généralement, mais souvent, nous travaillons avec des gens qui sont rendus un peu plus loin dans leur parcours d'équité, diversité, d'inclusion. Alors, le défi, c'est comment leur offrir les outils et les pratiques pour amener cette conversation à l'extérieur de l'atelier auprès des personnes qui n'ont pas participé. Et souvent, les gars ont différents niveaux de résistance dans le cadre de cette conversation. Ça peut être de la peur, de l'insécurité, de la frustration, peu importe. Ils ne vont pas nécessairement recevoir cela seulement de nous, les animateurs, mais d'autres participants dans la salle qui ont eu ces conversations individuelles. Et donc, est-ce que les gens dans la pièce ont l'impression d'être mieux soutenus pour poursuivre cette conversation de façon authentique au sein de leur entreprise ou dans leur bureau et que ce n'est pas juste une personne qui bavarde comme je suis en train de le faire en ce moment, mais comment amener un changement aujourd'hui, demain et plus tard afin de faire en sorte que ça favorise les changements systémiques. Et donc, on ne parle pas seulement d'action individuelle, mais d'action collective. Merci beaucoup, Samantha. Oui, c'est vraiment à propos de bâtir cette masse critique d'alliés. Mais je crois qu'il y a plusieurs différentes choses qui rendent cette démarche différente. Je travaille dans le domaine de la violence perpétrée contre les genres. Et donc, ce qui réussit vraiment, c'est de créer un écosystème qui est interprovincial, intersyndicat,
des entreprises communautaires, des entreprises gouvernementales. Alors, je crois que cette démarche est très unique. Et ce modèle est différent parce que ça positionne la violence contre les genres euh, qui est façonnée par les pratiques institutionnelles. Et donc, on s'éloigne des événements individuels. Alors, plutôt que de mettre le fardeau sur les femmes et les personnes de genres divers pour changer les systèmes, parce que souvent, l'intervention en matière de violence contre les femmes utilise ce modèle. Mais notre modèle est à propos de comment mobiliser les hommes pour amener un changement systémique en milieu de travail des métiers spécialisés. Et donc, ce sont des pairs, des décideurs. Et donc, nous voulons créer une imputabilité collective dont Trevor mentionnait au niveau des différentes institutions et entreprises. Et comme nous l'avons déjà mentionné, la violence fondée sur le genre affecte tout le monde. Et c'est devenu très clair par le biais de l'animation de Trevor, à quel point les cultures non sécuritaires affectent euh, les femmes et les personnes genrées, mais affectent également les hommes. Et ce qui était différent au sujet de ces coactions, c'est la façon dont ça a été élaboré et structuré. Alors, j'ai effectué l'évaluation des rétroactions des participants à ces séances et ils ont particulièrement parlé de l'environnement psychologique sûr qui avait été créé lors de l'atelier et comment ils pouvaient amener ça sur les lieux de travail. Alors, la première partie, c'était à propos de réfléchir à propos de la dynamique, l'intersectionnalité, la culture en milieu de travail, des exercices qui explorent les impacts de la sécurité et l'inclusion des normes corporatives. Il y avait un aspect de microagression, la violence entre collègues et comment ça peut escalader. Et nous avons aussi parlé des barrières et des risques perçus de dénoncer lorsqu'il y a des situations qui ont été normalisées. Et le troisième segment examinait l'identification des barrières au niveau individuel et sectoriel. Alors, tout cela a rendu notre recherche différente et le type de participants a aussi rendu les ateliers très intéressants. Et donc, nous avons travaillé dans 4 provinces différentes. Lorsque j'ai analysé les participants, nous pouvions voir que la construction et le domaine des métiers spécialisés étaient représentés, ainsi que le domaine énergétique comme BC Hydro, Manitoba Hydro. Et les institutions postsecondaires étaient aussi très bien représentées. Et c'est fantastique quand nous pensons au développement de la main-d'œuvre, aligner la prévention de la violence fondée sur les genres et le développement de la main-d'œuvre est très important. Et il y avait aussi des organismes sans but lucratif bien représentés, des leaders en matière d'équité et de mise en œuvre de programmes d'équité. Mais en général, ça nous démontre que nous avions eu une bonne représentation et que les gens qui ont de l'influence informelle étaient présents. Et donc, ça nous amène à amener cette imputabilité collective en milieu de travail. Et la dernière chose est autour de l'aspect dirigé par nos partenaires. Donc, le YWCA Halifax, Hamilton et d'autres étaient vraiment des organismes qui ont été en mesure de utiliser les relations qu'ils avaient. Ils amenaient beaucoup de crédibilité ainsi qu'un savoir et une expertise qui ont vraiment aidé à renforcer cette collectivité. Alors, pas de problème, prends votre temps. Donc, non seulement les gens peuvent devenir partenaires locaux,
Mais quand vous parlez devant des garçons, par exemple, il y a une relation de confiance. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que je viens là pour leur faire honte? Qu'est-ce que je vais leur dire? Est-ce que je peux participer? Quel sera mon niveau de participation? Comment est-ce que les commentaires peuvent être utilisés? Est-ce que je peux être honnête ou est-ce que c'est une question de briller, de performer? Alors voyez-vous, donc il y a des partenaires locaux, ils ont un capital social, ils ont bâti des relations. Alors lorsque les gens se présentent à une séance, ils ont déjà un petit peu de confiance envers nous parce que on leur a déjà dit, ça va, vous pouvez être ici. On vous donne un peu la permission si vous voulez. Donc voilà. Donc si on leur dit venez, 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 certains vont venir, mais pour certains d'entre eux, souvent, il faut passer un peu de temps pour bâtir la confiance. Et les partenaires locaux nous ont euh, fait en sorte, on fait en sorte qu'on peut être perçu comme quelqu'un qui mérite la confiance. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire. Donc, ça prend du temps pour surmonter ces moments de vulnérabilité et pour tisser la confiance. Alors, pour les gens qui sont prêts à discuter dans la salle, ça, c'est quelque chose qui va être accéléré par ces aspects. J'aimerais ajouter que un réseau, c'est pas bâtir un réseau, voilà, c'est quelque chose qui est bon pour la prévention. Dans les collectivités, à travers les systèmes, pardon, ça permet de bâtir la légitimité et ça va faire en sorte qu'on va avoir un retour sur l'investissement parce qu'on va bâtir sur le capital social qui existe déjà au sein de la collectivité. Merci. Oui, alors, je pense que on a déjà un petit peu couvert ça, mais j'aimerais aller plus en profondeur. Alors, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je vais demander à Trevor en premier, selon votre expérience, lorsque vous avez animé ces discussions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la pièce, dans la salle? Oui, donc une fois que les gens sont arrivés, ils sont dans la salle et là, je réfléchis. Donc, quand vous commencez avec euh, un peu une adhérence, parce qu'il y a des groupes qui sont un petit peu controversés, parce que là, on va parler de équité de genre, on va parler de santé mentale euh, de la communauté des hommes. Donc, c'est pas juste dire, hé les gars, le système, c'est quelque chose qui peut vous blesser à vous aussi. Vous pouvez bénéficier directement de cela si vous remettez en question une situation qui est mauvaise pour tout le monde. Voilà. Ça fait en sorte que les gens vont avoir une attitude différente. C'est important également de préparer la salle en leur disant à nouveau, on veut bâtir la confiance. On l'a dit, on veut démontrer qu'on peut être vulnérable. Alors, si les gens voient leurs amis dans la salle, c'est différent aussi. Bien entendu, on aimerait prendre un peu plus notre temps pour ces histoires à partager, ces discours. Donc, c'est une pratique pour écouter la perspective des gens. Alors, selon l'équité et les perspectives de genre, tout cela, on veut que les gens témoignent. Donc, on veut également avoir un espace. Donc, votre influence pour créer la culture, ce n'est pas juste résoudre le problème d'une communauté, d'une partie de la communauté. Non, c'est régler ces problèmes de comportement pour toute la communauté. Et ainsi, les gens peuvent euh, perturber un petit peu l'espace pour créer un environnement plus sécuritaire. Autre chose, quand on parle de conversation axée sur l'action, parce que les gens vont se dire, je veux pas juste travailler tout seul. Alors, quels sont les changements au sein des organisations ou dans notre secteur qui sont possibles pour avoir une perspective diverse et non pas seulement des perspectives des dirigeants. Non, on veut que tous puissent partager. Ça fait partie des défis. Et il y a d'autres choses également que je peux dire. C'est la nature de ce type de conversation. Très souvent, il y aura plus de femmes dans la salle que d'hommes. Donc, si vous avez travaillé dans un espace à prédominance masculine, il y a des valeurs et des expériences et des défis, mais on veut impliquer les hommes, on veut qu'il y ait plus d'hommes qui soient présents et on veut prendre le temps de comprendre pourquoi ils ne sont pas là parfois, quels sont les obstacles qui font qu'ils ne soient pas dans la salle. Donc, ça, c'est un défi pour nous. De plus,
un des défis, à nouveau, c'est de tisser la confiance. Les salles sont différentes à divers endroits. J'ai voyagé plusieurs endroits et vous savez, il y a des normes par rapport aux questions de genre qui changent. Alors, il faut naviguer à travers tout cela. Il y a les systèmes, les comportements, etc. Donc, ça prend un peu de temps avant que les gens puissent réfléchir à tout cela. Moi, j'aimerais avoir plus de temps pour que les gens prennent le temps de s'asseoir et prennent le temps de considérer tout cela. Mais l'un des défis, c'est que les gens se demandent, et puis quoi maintenant? Alors, comment continuer le travail? Les gens ont besoin d'appui parce que souvent, les gens dans la salle, ils disent, c'est parfait, oui, c'est intéressant. Ils sont enthousiastes, mais quand ils quittent la salle, comment continuer à les aider? Comment continuer la conversation? Alors, parfois, ils se sentent abandonnés. Quel est le réseau où les gens vont pouvoir partager les pratiques exemplaires ou qu'ils puissent partager ce qu'ils ressentent? Ça, c'est une limite au sein de plusieurs des projets actuels. Et j'aimerais qu'on ait plus de capacité pour prendre le pouls de la communauté, pour voir où il y a des lacunes et comment on pourrait les aider davantage quand ils quittent la salle, quand ils quittent la réunion. Et finalement, le dernier aspect, et il y a sûrement d'autres petites choses également qu'on pourrait mentionner, mais donc, il y a beaucoup de diversité dans les salles. Et il y a beaucoup de gens qui sont à un endroit différent dans leur parcours. Ainsi, les gens peuvent partager leur expérience dans la salle. De plus, donc, on attend les commentaires des gens. Et les gens se disent parfois, c'est trop une conversation, mais on veut plus d'action, pas seulement parler. Donc, à nouveau, ça divise un petit peu la salle parce que tout le monde n'est pas au même endroit dans son parcours. Voilà, j'ai mentionné les points essentiels, je pense. Très bien, on va revenir un petit peu à ce que vous avez dit. Chaque province est différente. Pensez-vous que les défis, ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné? Alors, parmi tout cela, alors où sont ces actions communes? Où en sont ces actions concertées? Ouais, vous savez, le Manitoba, comme vous dites, c'est différent de l'Ontario. C'est vrai. Il y a des choses différentes à chaque endroit et la participation, les participants dans la salle varient. Donc, la Colombie-Britannique, c'est pas la même chose que Halifax, c'est vrai. Donc, au début, on a dû changer certains aspects, pas de manière radicale, mais on s'est dit, oh, on doit prendre un peu le temps de réfléchir à cela. Donc, on a pu croître, on a pu grandir pour rencontrer les gens là où ils en sont au sein de ces conversations. Je pense pas que selon la région, que la conversation change tellement que ça. Mais ça dépend de qui est dans la salle. Donc, on a un programme, on a des objectifs principaux, mais dépendamment de où en sont les gens dans la salle, si quelqu'un partage un moment de vulnérabilité, si quelqu'un a de la difficulté à comprendre quelque chose, bon, si quelqu'un est réticent, c'est là qu'on va prendre le temps et on veut apprendre. Donc, la conversation va changer d'une région à l'autre, dépendamment de qui est présent dans la salle et dépendamment de où ils en sont dans le parcours. Et c'est correct parce qu'on a encore notre objectif, on a encore notre programme. Mais l'avantage de ces conversations, c'est que si vous avez assisté à l'une d'entre elles, vous pouvez assister à une deuxième réunion. Les gens peuvent apprendre dans la salle. Donc, c'est pas juste Trevor qui est là en avant, qui va parler. Non, on veut que les gens discutent. Et les gens ont plusieurs expériences qu'ils partagent. Donc, à nouveau, c'était différent, mais c'est pas juste l'idée de dire le Manitoba, c'est pas l'Ontario. Non, il faut voir qui est dans la salle et là, on pourra diriger la discussion en conséquence. Très bien. Samantha, alors qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Alors, selon vos souvenirs, pourriez-vous partager cela avec nous? Très bien. Alors, j'ai parlé de ce changement de rapport au début. Donc, quand vous travaillez avec les alliés pour la prévention de la violence fondée sur le genre, on veut travailler avec Trevor, on veut travailler avec Next Gen Men, c'est l'organisme. Mais alors, c'est une question de public, c'est une question de message. Alors, bien entendu, il y a des informations que l'on internalise parfois, mais on peut prendre une décision stratégique pour impliquer les hommes de la prochaine génération. Ce sont les messagers. Trop souvent, on leur a fait honte, trop souvent, on les a pointés du doigt dans le cadre de ces discussions, mais je pense que l'idée, c'est d'ouvrir les esprits pour qu'ils soient plus réceptifs en voyant les
rétroaction au sein des plusieurs rencontres. C'est sûr que la sécurité psychologique, c'est un aspect fondamental et qui permet l'implication et le changement. Et les participants ont souvent mentionné que Trevor n'est pas quelqu'un qui va juger. Voilà, c'est un animateur qui comprend les traumatismes. Donc, ça évite la participation. De plus, alors, il y a certains risques professionnels et sociaux, donc c'est important d'en tenir compte. Alors, ce que nous avons appris, les leçons apprises, c'est le cadre stratégique. J'ai déjà mentionné que l'on veut avoir un environnement sécuritaire. Il y a également les aspects de santé mentale pour les hommes. Donc, quand on parle de la prévention de la violence fondée sur le genre, on veut renforcer les thèmes principaux, le genre et l'intersectionnalité, la sécurité psychologique et l'idée d'avoir des alliés. Il faut également avoir un format efficace, comme Trevor l'a dit, on s'est adapté, mais les séances étaient quand même structurées et on a pu réfléchir. Ça permet aux participants de discuter plus en profondeur des enjeux. Il y a des exemples systémiques également, et je pense qu'on a déjà parlé de comment on peut miser sur la collectivité avec les institutions, la formation avec les partenaires, de manière à permettre une plus grande intégration. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? On veut continuer à apprendre. On peut à nouveau travailler davantage avec le secteur de l'industrie, les firmes de construction, les services publics, les associations, les employeurs, les conseils. Dans plusieurs secteurs, on parle d'intégration avec les apprentis, comment travailler sur la VBG, violence fondée sur le genre, et au niveau de la sécurité psychologique selon plusieurs programmes. L'objectif, c'est d'avoir un message cohérent de la salle jusqu'au lieu de travail, donc de l'école jusqu'au lieu du travail, si vous voulez. Et on veut avoir plusieurs initiatives pour avoir des alliés, bâtir la capacité pour les hommes afin qu'ils puissent devenir des alliés, également des parcours pour appuyer les politiques et les plusieurs parcours. Donc, à nouveau, comment on peut avoir des mécanismes d'imputabilité également. Tout cela pour dire que jusqu'à maintenant, je pense que ça a assez bien fonctionné. Il y a un domaine où l'on pourra continuer à travailler, c'est comment résoudre les problèmes existants. Les gens voulaient des outils et s'ils pourront s'impliquer davantage. Donc, avec Trevor, il y a plusieurs points d'entrée, il y a plusieurs moments où l'on pourra réfléchir à tous ces sujets. Mais pour certains cas, on a passé pas mal de temps déjà dans ces espaces d'équité pour avoir un lieu de travail plus équitable. Je pense que les gens voulaient davantage d'outils, plus d'exemples, plus de conversations pour pouvoir bâtir tout cela afin d'atteindre la masse critique au sein de la collectivité pour avoir un changement. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, un désavantage. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à discuter de ces thèmes, mais ils veulent en apprendre davantage. Ça veut dire qu'ils sont prêts, ils sont réceptifs, et c'est formidable. Merci. Je pense qu'on a déjà mentionné ce point un petit peu dans les réponses ou dans les questions. Mais pensez-vous que les actions concertées peuvent mener à des changements à long terme ou des changements plus profonds? Alors, je peux répondre, si vous voulez. La réponse courte, c'est oui. L'enthousiasme que nous avons perçu de la part des participants. Donc, je vais parler des résultats plus tard. Mais j'aimerais simplement dire que, étant donné les participants que nous avons vus, étant donné les rétroactions positives, je pense qu'on est bien positionné pour engager, impliquer davantage de partenaires dans l'avenir, que ce soit plusieurs secteurs, les apprentis, les employeurs qui ne sont pas encore impliqués, etc., etc. Donc, il y a cette preuve de concept, ce que nous voulions accomplir. Maintenant, on a suffisamment de données pour dire que ça a bien fonctionné. Par conséquent, ça nous indique qu'il y aura des changements à long terme et plus profonds parce que maintenant, on sait comment aller vers une échelle encore plus grande. Donc, les secteurs santé et sécurité, les institutions, tous font partie de la conversation éventuellement pour la prévention de la violence. Donc, j'aimerais voir que ce soit la direction future de ce projet. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Trevor? Merci Samantha. Trevor? Oui, donc la réponse courte à nouveau, c'est oui. Très brièvement, les gens veulent discuter. Quand on comprend que les hommes veulent également discuter et que eux cherchent un espace sécuritaire où ils peuvent discuter,
ils le veulent. Donc, ça veut dire qu'on peut naviguer à travers les barrières en termes de santé mentale. On reconnaît qu'ils ont un rôle à jouer, qu'il peut y avoir des mesures sécuritaires adoptées au sein des organisations, il y a des défis de genre, d'équité ou d'inéquité, etc. Donc, les hommes, s'ils ont accès davantage à ces espaces sécuritaires, ils vont vouloir tenir ce genre de discussion. Et donc, ils peuvent discuter des comportements sur le lieu de travail, ce qu'ils peuvent changer. Il y a les KPI, bon, il y a les indicateurs de rendement clés, etc., au sein de chaque lieu de travail. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que dans les salles, ce que j'ai vu, c'est que les gens nous disent, j'aimerais continuer la discussion, j'aimerais qu'il y ait plus de gens dans la salle, j'aimerais que ça progresse. Donc, c'est positif. Donc, si on a ces conversations informelles avec les gens, ça peut créer un impact, absolument. Et ça peut croître par la suite. Très bien. Et nous arrivons à la dernière question préparée d'avance. Ensuite, on va ouvrir les micros. Quels sont les résultats et les impacts de ces actions concertées ou ces co-actions, comme on les appelle? Oui. Donc, je pense que les gens auront un meilleur vocabulaire pour tenir ce genre de discussion et vont ainsi avoir une meilleure compréhension. Donc, il y a toutes sortes de mots que l'on utilise, la sécurité psychologique, on a notre propre jargon, mais il faut que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire la sécurité psychologique. Il y a la compréhension intellectuelle, ensuite il y a la pratique, parce que les gens doivent dire, ah, je sais ce que je ressens quand je me sens en sécurité. Ensuite, les gens pourront mieux naviguer, ils pourront nommer et comprendre les choses davantage. Autre chose, c'est reconnaître que, comme Samantha l'a dit, il y a comme la pyramide de la violence. Souvent, les gens vont excuser certains petits comportements problématiques. Alors, est-ce que je pense que la conversation va résoudre tous les problèmes de violence en 90 minutes? Non. Mais ce que je pense, de manière réaliste, c'est que les hommes vont quitter la réunion en disant, ah oui, euh, ces blagues un peu douteuses, certaines microagressions, certains comportements ne sont peut-être pas acceptables. Donc voilà, ça c'est très important pour tenir une discussion plus importante en termes de prévention de la violence fondée sur le genre. Donc voilà, c'est pas juste pour les hommes, mais pour tous les intervenants. Et donc ça fait partie des résultats clés. On a passé du temps, on a discuté des zones grises parce que les gens veulent une description claire. Dites-moi ce que je peux dire, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas dire et ce que je ne peux pas faire. C'est formidable. Les gens peuvent ensuite tester pendant 6 mois, ou 12 mois ou pendant 2 ans. Ils auront la capacité d'écouter, de remettre en question, de réfléchir, penser à d'autres perspectives. Et pour moi, en tant qu'animateur, en voyant les participants dans la salle et ceux qui vont quitter par la suite, pour eux, c'est un défi. Et il y a plusieurs points. Deux derniers commentaires. J'ai mentionné les PPE. Vous savez, on avait une conversation, j'ai beaucoup réfléchi à ces PPE. Alors ça, c'est les combinaisons sécuritaires au travail. Oui, parce que vous savez que ces habits de sécurité, parfois, sont trop grands pour les femmes. On parle de protection individuelle, équipement de protection individuelle. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui est une véritable conversation, c'est un vrai sujet sur le lieu de travail. Les équipements de protection individuelle qui ne sont pas adaptés très souvent aux femmes. Voilà, donc ça c'est un exemple concret. Ça, c'est le moment où il y aura de véritables répercussions pour les gens par la suite. Et en ce qui me concerne, je peux parler également des aspects émotionnels et pas seulement des données. Oui, je pense qu'il y aura des impacts véritables pour les gens dans la salle, pour les participants. Alors ça m'enthousiasme. Il y aura un suivi. Les gens se demandent comment continuer, comment avoir une conversation, comment parler avec les amis, avec les patrons, etc. Merci. Au bout du compte, quand on parle des résultats et des impacts pour un projet, on veut avoir l'image globale et on veut se demander qu'est-ce que nous avons changé dans ce système. Et est-ce que le changement, c'est des petits pas, un pas à la fois, et il y aura comme un effet domino. Si on fait des petits changements, ça peut avoir des répercussions plus tard, c'est vrai.
Et je pense qu'on peut considérer les choses de cette façon, plutôt que penser que l'on va tout changer en un seul instant. Oui, Samantha? Oui, alors je suis d'accord avec tout ce que Trevor a dit. Quand je me préparais à ces réponses, je me demandais quels sont les objectifs au début du projet. Est-ce que nous avons atteint les objectifs? Et il y en a deux qui ont ressorti. Premièrement, on voulait que les gens comprennent les problèmes en pensant aux causes racines et et aux facteurs systémiques reliés au VBG. Ensuite, on voulait collaborer pour trouver des solutions avec les partenaires sectoriels, avec les décideurs également, pour partager notre savoir. Donc, on a pu discuter. Je pense qu'on a bien réussi. Ça, c'est ce que je ressens. Et ensuite, je vais aller parler des données. Alors, quand on parle des rétroactions, les données issues de ces discussions, les données vous montrent que la prévention est possible à travers la prise de connaissances. Lorsque les gens apprennent, ils vont mieux comprendre ce que c'est que la violence fondée sur le genre. Ils vont être prêts, ils vont pouvoir discuter de cela pour créer un changement. Quand on parle maintenant des engagements vis-à-vis les alliés, les participants, euh, euh, donc, on voit que les gens sont fortement engagés pour devenir des alliés. Je dirais que 91% des participants nous signalent qu'ils ont appris des choses et que ça les rend plus prêts. Donc, ils ont également mentionné qu'ils comprennent ce qu'est la VBG, violence fondée sur le genre. Ils comprennent ce que c'est qu'être un allié et ils savent qu'il y a des espaces où il y a davantage de violence et ils comprennent que ça peut être systémique. Donc, au-delà de la conscientisation, les participants ont mentionné qu'ils ont plus confiance à nommer et à remettre en question certaines règles non écrites au travail, ce qui peut normaliser les torts, les déséquilibres de pouvoir, etc. Donc voilà, ils peuvent penser, identifier des changements concrets. Ils vont pouvoir travailler sur la sécurité, santé, sécurité au travail, et ils vont vouloir changer la culture au travail à travers plusieurs initiatives. Donc voilà, tout ce qui ressort par rapport à ces actions concernées possibles. Donc les gens euh, veulent travailler pour prévenir la VBG. Et voilà, l'objectif, c'est de travailler sur la prévention. De plus, quand on agrandit tout cela, on sait que la justice de genre, ce n'est pas seulement basé sur la conscientisation, c'est basé sur la collaboration au niveau de tout le système. Ça, c'est quelque chose où les actions concertées peuvent réussir parce que c'est basé sur le travail des féministes, le travail de collaboration au sein des communautés. Donc, ils s'engagent pas juste pour que les femmes soient renforcées, mais c'est pas juste pour la libération des femmes, c'est pour la libération de tous, de tout le monde, incluant les hommes. Donc, voilà, en restant imputable et pour permettre une meilleure prévention au centre des organisations. Et ça peut permettre de bâtir des relations à travers tout cet écosystème et ça permet d'avoir une plus grande sécurité psychologique centrée sur la prévention. Et finalement, à cause de cela, les modèles vont appuyer des changements culturels qui vont perdurer grâce à tous ces efforts. C'est possible. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre heure pour cette séance. Mais avant d'arrêter l'enregistrement, j'aimerais demander si Samantha ou Trevor, est-ce que vous avez des pensées voulez-vous partager autre chose en conclusion? Y a-t-il autre chose que vous vouliez dire? Oui, je vais débuter. J'aimerais que Samantha ait le dernier mot. Bon, alors ce travail n'est pas toujours très séduisant, c'est pas toujours amusant. On veut discuter avec les hommes et il y a deux choses auquel je pense immédiatement, c'est qu'on a, de manière désespérée, on a besoin de plus d'hommes. Non pas juste des participants, mais des gens qui vont être prêts à entamer ce travail au sein de leur lieu de travail. Les femmes dans les associations locales ou les femmes également participent à la conversation. Mais on pense que la prochaine étape de croissance dans plusieurs domaines, c'est important les hommes, même s'ils ne connaissent pas les réponses, ils peuvent commencer à se manifester
Ils peuvent parler au sein de leur organisation ou sur le lieu de travail. Ils peuvent s'impliquer davantage. Et donc, ça fait partie des prochaines étapes que les gens s'impliquent davantage. Ensuite, j'aimerais dire, on a beaucoup parlé des partenaires locaux, mais je pense que je travaille avec plusieurs organisations. Je tiens ces conversations dans plusieurs lieux de travail et le besoin, c'est de travailler avec des partenaires locaux, ceux qui ont cela à cœur. Et on veut bâtir la confiance. À nouveau, ça c'est la sauce magique, la recette magique pour ce projet, pour ce programme, c'est d'avoir des partenaires locaux. Je sais que il y a des partenaires petits, d'autres sont plus grands, et il y a des efforts qui sont requis, mais ça, c'est ce qui crée la différence au sein de ces conversations, au sein de ce projet et dans les autres dans lesquels j'ai travaillé. C'est grâce à ces partenaires locaux. Ensuite, on peut faire un suivi. Comment est-ce que l'on peut appuyer ces partenaires locaux pour qu'ils puissent impliquer leurs membres, leur population et leur collectivité au sein de ce travail? Ça, c'est la prochaine étape. Donc, ce n'est pas juste leur donner plus de tâches à faire, mais il faut également les appuyer, il faut les appuyer. Voilà, il faut les accompagner. Samantha? Alors, ça me fait penser à quelque chose, les partenaires auxquels a fait allusion Trevor. Ça, c'est un contexte de politique et de financement. Il y a le changement des systèmes et les initiatives. Alors, c'est important de parler des bailleurs de fonds et de ceux qui établissent les politiques pour nous aider à réaliser ce changement. J'ai travaillé dans la prévention de la violence pendant plusieurs années. Je sais que impliquer les alliés, souvent, c'est pas suffisant. Ils ont besoin d'appui, ils ont besoin d'aide, surtout qui sont les survivantes et les survivants de la violence fondée sur le genre. Donc, le genre, c'est une question de relation et il y a des caractéristiques, il y a des raisons à cette violence. Donc, ensemble, selon les données disponibles de la série Coaction, ça nous montre que il y a des investissements au sein des systèmes qui peuvent améliorer, prévenir la violence. Donc, la prévention de la violence fondée sur le genre, c'est possible grâce à plusieurs possibilités. Non seulement le lieu de travail, mais également plusieurs mécanismes incluant les décideurs et les bailleurs de fonds. Ainsi, le changement est possible, même dans les environnements où il y a surtout des hommes. Alors, pour les gens qui établissent les politiques. Euh, on peut penser aux investissements pour la prévention de la violence axée sur le genre au sein des institutions et des systèmes, mais également, ça veut dire qu'on va euh, réduire, on va pas seulement se baser sur certaines réponses. Non, il faut aller au-delà. C'est très important que ce travail soit financé et qu'il soit reconnu à sa juste valeur. C'est très important. Merci. Merci, Samantha.